Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Calcul fluide structure et CFD organisé par Technique de l'ingénieur en partenariat avec le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Il est animé aujourd'hui par Ilyes Nasri, ingénieur d'études CFD. Le webinaire durera 1h30. Il y a 1 heure de présentation suivie de 30 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant l'intervention. C'est à vous. Bonjour tout le monde, merci pour cette petite présentation. Donc, je m'appelle Ilyes Nasri, je suis ingénieur de CFD et interaction flux structure au CETIM. Donc là, je vous laisse une brève introduction. Voilà. Donc là, c'est votre interlocuteur principal pour ce webinaire. Donc là, je suis titulaire d'une thèse de doctorat en mécanique des fluides et j'ai publié quelques articles en mécanique des fluides numériques et en interaction fluide-structure. Donc là, je travaille au CETIM. Donc là, pour présenter le CETIM, c'est l'Institut technologique de mécanique. On a un volume global d'activité à 151 millions d'euros qui sont répartis de 58% des ressources propres et 42% en ressources collectives. Les 58%, on a une adsection mutualisée, alors de 25% d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, 50% dédié aux recherches, développement et l'innovation. Dans l'offre commerciale, on a pour l'ingénierie de système, on a 5% qui sont dédiés à l'innovation, 40% à l'expertise, conseil et formation. Voilà. Donc là, c'est une petite idée sur le chiffre d'affaires du CETIM. Donc, le CETIM est réparti en France sur plusieurs sites, sur Nantes, Senlis, Cluses, Bourges, avec des antennes sur tout le territoire. C'est un centre d'expertise au plus près de 6500 entreprises cotisantes. On a des filiales au Maroc, au Singapour. Donc là, Singapour, c'est la filiale internationale, Matcore, CETIM Company. Donc le pôle simulation, on a plusieurs pôles au CETIM. Le pôle simulation dont je fais partie. Il y a plusieurs autres pôles sur l'ingénierie des assemblages, des polymères et composites, technologie de l'étanchéité, transmission de puissance. Donc au total, il y a à peu près 12 pôles qui collaborent ensemble dans la majorité des projets. Et on a des cas de spécialité sur les logiciels, formation et gestion des compétences, l'analyse des défaillances et expertise, avec une veille technologique et stratégique, bien sûr. Donc là, pour le pôle simulation, nous sommes 20 collaborateurs, essentiellement sur le site de Senlis et Saint-Étienne, avec 4 millions d'euros de budget. 2000, à peu près 2001 pour les projets collectifs et 1,9 pour les projets marchands. Généralement, on a à l'ordre de 300 projets marchands par an. On a aussi une collaboration avec un laboratoire EMT de l'île Douai et un partenariat international avec PLM System en Tunisie. Donc là, le référent, donc ça c'est quelques images des projets qu'on a déjà réalisés au sein du pôle simulation, qui regroupe, qui travaille essentiellement sur la mécanique des fluides, la structure, la mécanique des structures, les fatigues, voilà, tout ce qui concerne la mécanique et la simulation dans le domaine mécanique. Donc là, le CETIM, c'est un référent du groupe. Le référent du groupe CETIM dans le domaine de simulation numérique en mécanique, avec conseil sur les outils et les licences, avec une certification ISO 9001.
Donc là, j'entre dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Donc là, le sujet d'aujourd'hui, il va parler essentiellement de la vulgarisation de la, de la CFD avec l'interaction flux-structure et quelques exemples industriels concrets sur l'interaction flux-structure. Donc là, je vais pas, dans ce webinaire, je vais pas faire une démonstration logicielle. Bah, euh, j'ai voulu mettre plus en évidence les cas et des cas concrets avec quelques exemples et des explications physiques. Donc là, pour la CFD, donc là, pour ceux qui ne sont pas ou qui n'ont pas une bonne idée sur sur la CFD, le CFD, c'est la discipline de mécanique des fluides numériques. Elle vient de l'anglais Computational Fluid Dynamics. Donc elle touche à plusieurs, elle est formée essentiellement de plusieurs, sur les thématiques de la physique. C'est la résolution des équations fluides, incompressibles, compressibles, pseudo-compressibles, on associé au transfert thermique et massique, voire avec des réactions chimiques aussi. Tout ça est résolu avec des modèles mathématiques, avec des schémas numériques, avec qui fait intervenir aussi les générations de maillage avec ces différents types hexa, poly, tétra, etc. Donc le rôle de l'informatique vient maintenant dans l'écriture des codes. Avant l'écriture des codes, pour rendre l'utilisation de discrétisation mathématique plus simple, en se basant sur les modèles de volume fini, éléments finis. Donc, notamment avec des algorithmes et des programmations, et récemment avec la parallélisation des codes en mode MPA et OpenMP. Voilà. Donc là, pour la physique, on fait intervenir des problématiques d'écoulement stationnaire, instationnaire, transitoire, euh, aussi avec des couplages thermiques, multiphasiques qui touchent à l'aérodynamique et l'hydrodynamique, tout que ce soit dans le régime laminaire, turbulent, et bien évidemment avec des couplages avec la partie thermique et la partie structure. Donc là, globalement, c'est ça la CFD, c'est de prendre un problème physique, le traduire en termes d'équations physiques, d'équations mathématiques, et essayer de résoudre ce problème avec les outils mathématiques afin d'avoir prédire des réponses sur le comportement du fluide en termes de pression, de champ de pression, champ de vitesse. Et s'il y en a par exemple des transferts thermiques, prédire aussi les champs de température, les champs de température, les réactions chimiques qui peuvent être associées. Donc la CFD, elle est en étroite relation avec la partie expérimentale pour la validation des codes, la validation des conditions limites, des conditions qui ont été prises dans le calcul. Bon, utilisé aussi pour valider les parties analytiques sur les problématiques 1D. Voilà, sur une première étape pour valider les codes de CFD avant de passer sur un traitement bidimensionnel et tridimensionnel. On a aussi les modes de couplage avec la structure, les couplages thermiques. Donc là, le couplage thermique, ça veut dire résoudre les écoulements, retrouver les champs de pression et de vitesse, et résoudre les équations de l'énergie, l'équation de transfert de chaleur, afin de déterminer la répartition de température dans la problématique. Et concernant le couplage avec les structures, c'est l'interaction, c'est de pouvoir caractériser la force que peut le fluide exercer sur une structure et comme ça avoir un mapping plus clair de la distribution de pression sur une structure. Et contrairement, voir l'influence de la structure qui est un obstacle sur l'écoulement. Voilà. Donc là, le but derrière, c'est de créer un modèle numérique afin de l'exploiter pour optimiser les systèmes et étudier les différents systèmes.
Donc là, dans le cadre de l'industrie du futur, de la digitalisation, on va poser la question sur les enjeux de la modélisation numérique des phénomènes d'interaction flux-structure sur les équipements industriels. Donc là, comme introduction, on peut parler de l'enjeu de la simulation sur des phénomènes d'interaction flux-structure qui est sociétal, car elle doit permettre d'éviter des défaillances en service dans les secteurs sensibles comme le nucléaire, les constructions, les équipements sous pression. Donc il faut mettre en tête que avant l'apparition des calculs modernes d'interaction flux-structure, avant les problèmes faisant intervenir ces deux domaines sont traités avec des hypothèses réductrices qui limitent beaucoup et qui influent beaucoup les résultats finaux, à savoir les mécaniciens des fluides supposent que le solide est rigide avec des conditions aux limites immobiles, tandis que les mécaniciens des structures considèrent le fluide généralement comme une pression ou une masse constante. Donc là, ça c'est les anciennes approches. De nos jours, grâce aux moyens informatiques, développement mathématique bien évidemment, ce genre de problème d'interaction flux-structure peut être appréhendé de manière plus réaliste malgré les difficultés numériques. Il faut bien mettre ça en tête qu'il y a beaucoup de difficultés numériques, surtout lors de la construction ou lors du passage d'émaillage fluide au maillage solide. Donc là, je reste toujours sur les enjeux. Il y en a beaucoup d'applications, comme la rupture de générateurs de vapeur par vibration, qui concerne l'énergie, le comportement des ailes d'avion concerne l'aéronautique, les mouvements des ponts suspendus, les câbles sous l'effet de vent, la déformation des vaisseaux sanguins. Tous ces comportements sont induits par un phénomène d'écoulement d'un fluide en interaction avec une structure. Je reste toujours avec quelques illustrations sur le domaine d'application. Là, on est sur l'interaction flux-structure, elle est en étroite relation avec les problèmes énergétiques, les problèmes de mécanique, les problèmes chimiques, l'oil and gas dans dans le piping, marine, dans les problématiques de marine, dans le domaine de marine avec le problème de sloshing, les problèmes de ballottement dans les réservoirs. Voilà, dans les domaines de santé, bien évidemment, il y a des exemples qui traitent l'écoulement du sang dans les veines, aussi à travers le cœur. Il y en a beaucoup d'applications sur différents champs. Donc, dans le sommaire, on va avoir la phénoménologie de l'interaction flux-structure et les méthodes numériques, les techniques de couplage des modèles fluides, structure et thermiques, et on conclut par des cas concrets industriels de la simulation numérique. Donc là, on commence par la première partie qui est la phénoménologie de l'interaction flux-structure. Donc là, pour traiter généralement les problèmes de flux-structure, on se base sur la vitesse réduite, qui est la vitesse du solide sur la vitesse du fluide. Donc là, on est dans trois cas différents. Dans le cas où cette vitesse réduite est trop inférieure à 1, dans ce cas, on a une échelle de temps du mouvement solide, le fluide est immobile. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir quatre mécanismes essentiels: la raideur, l'effet de masse, l'effet visqueux et les ballottements. Donc, on utilise aussi cette vitesse réduite pour différencier, pour faire la différence ou le rapport entre les échelles de temps fluide et les échelles de temps solide. Dans le cas où cette vitesse réduite est trop supérieure à 1, on a à l'échelle de temps du fluide, le solide semble immobile. Donc là, ça concerne l'aéroélasticité, donc le découplage est justifiant. Dans ce cas, on peut découpler la résolution fluide et la résolution solide. Il y a deux types d'instabilité qui peuvent apparaître: l'instabilité statique, comme la déflexion, et ça se traduit par le flambage de l'air, comme une feuille inclinée sous l'action du vent par exemple.
ou l'instabilité dynamique qui conduit au flottement lié au couplage antisymétrique entre les déplacements des deux directions de l'avion, bateau amarré. Donc là, il faut savoir qu'un flambage non maîtrisé conduit à la rupture. Mais quand il est stabilisé, la structure entre dans le domaine de la fatigue vibratoire. Donc, dans le troisième cas où les vitesses sont de même ordre de grandeur, là on parle d'un couplage fort. Il doit avoir un traitement simultané des équations. Ce n'était pas comme dans les deux autres où le découplage est permis. Donc là, dans ce cas, on ne peut pas découpler la résolution physique, la résolution fluide et la résolution de la structure. Donc il faut avoir un couplage fort. Bon, dans ce qui suit, je vais vous éclairer sur le couplage fort et le couplage faible. Donc là, dans ce cas, l'écoulement se traduit par un effet d'amortissement proportionnel à la vitesse du fluide. Cet amortissement plus l'effet de masse ajoutée, plus un changement de mode progressif, donne une stabilité par coalescence. Euh, c'est rapproché plutôt de l'instabilité statique. Donc là, ça c'est de point de vue spatial, l'interaction flux-structure est un problème mathématique du couplage surfacique. L'état du domaine fluide dépend du déplacement de l'interaction flux-structure. Donc là, on a l'équation de fluide. Des deux côtés de l'interface flux-structure, le déplacement et la pression doivent être égaux. L'état de domaine structure dépend de la pression à l'interface fluide-structure. Donc là, c'est du point de vue spatial, tout problème mathématique doit satisfaire ces conditions. De point de vue temporel, donc là, on a une approche de couplage, de couplage faible ou fort. Donc là, lorsqu'on est dans le premier cas, le fluide n'est pas affecté par la déformation, mais la structure est affectée par la pression. C'est dans le cas comme un barrage, par exemple, un barrage d'eau, là où il y a le fluide avec la pression hydrostatique qui influe sur la structure. Dans le cas où le fluide est affecté par la déformation et la structure, dans le cas où le fluide est affecté par la déformation et la structure n'est pas affectée par la pression, ça on est dans ce domaine, dans un couplage unidirectionnel. On commence à parler d'un couplage fort lorsqu'on commence dans l'équilibre statique, la déformation statique de la structure. Couplage faible, un solveur explicite est suffisant. Et pour un couplage fort, un solveur implicite, itératif est requis. Donc là, ça, pour les problématiques de couplage fort, comme on a parlé ici par rapport aux vitesses réduites, il faut avoir absolument un couplage fort entre les deux domaines. Le couplage faible, c'est l'effet de déplacement de structure sur le fluide est négligeable. Donc pas de déformation de maillage fluide. Donc on peut faire une résolution séquentielle. On résout la partie fluide et après on résout la partie structure et on échange des informations à travers des fichiers d'échange. Le couplage fort, c'est dans le cas où les régions fluides et solides échangent les forces fluides et les déplacements solides à travers l'interface fluide-structure. Dans ce cas, les déformations de maillage fluide est nécessaire. Les échanges de données via mémoire, et ça doit être via mémoire et non des fichiers comme précédemment, avec une fréquence haute ou faible selon la problématique et les ordres de grandeur de la problématique. Ce qui peut donner aussi lieu à la résolution multiphysique. Donc là, pour les techniques de couplage, on a ce qu'on appelle le couplage monolithique, c'est le couplage fort. Dans ce cas, les équations fluides et structures sont résolues en même temps ensemble. Ça représente comme avantage
c'est la force de la présentation en mathématiques. C'est un couplage fort et il est un peu lent. Donc là, ça peut être dans les inconvénients, pas dans les avantages. Aussi dans les inconvénients de ce traitement monolithique, la mémoire, elle est importante, donc ça consomme beaucoup de ressources informatiques. La formulation n'est pas assez souple pour la mettre en œuvre. Il y a aussi la problématique des gestions des interfaces dans le cas des mouvements difficiles. Dans le cas du couplage découplé, bon, dans le couplage découplé ou séquentiel, les équations de flux des structures sont résolues séparément en séquentiel. Donc c'est un couplage faible, plus rapide, mais qui présente aussi des inconvénients. Les contraintes de déplacement sont discontinues. La convergence aussi est quelquefois difficile, tandis que au monolithique, il y a une bonne convergence, mais le traitement est assez lent. Il y a plusieurs problématiques, que ce soit lors de gestion des interfaces et la mise en œuvre carrément de la problème mathématique. Donc, dans un schéma global et général de l'interaction fluide-structure, là, on a des conditions initiales de fluide et structure, ce qui donne une possibilité de cartographier ou mapping, c'est le mapping de la pression sur les nœuds de la structure, ce qui provoque le déplacement. Après, on va remapper le déplacement sur les nœuds fluides, et ce qui donne une déformation du maillage fluide. Et on teste la convergence. S'il y a une convergence dans le cas général, on passe à l'état dans le domaine transitoire au prochain pas de temps. Sinon, il faut refaire l'itération en revenant sur le mapping de la pression sur les nœuds de la structure. Donc là, on se base plutôt au CETIM sur les solutions de logiciels offertes par Siemens, en l'occurrence le Star CCM+. Donc il offre un couplage temporel implicite et un couplage temporel aussi explicite. Avec le StarCM, on peut faire des couplages faibles et forts. Et en co-simulation, par exemple, avec un X-Nastran, on peut avoir que des couplages faibles. Donc voilà, c'est logique parce que c'est une co-simulation, donc on traite la partie fluide sur StarCCM et la partie mécanique sur un X-Nastran. Donc on a un couplage faible entre les deux. Un autre schéma plus général dans le solveur, donc là c'est un solveur CFD avec des formations de maillage qui donne au solveur structure la pression. Le solveur structure, il informe il réactualise sa déformation au logiciel CFD. Et la partie thermique, elle peut être aussi mise en œuvre. La partie fluide, elle échange le flux thermique, elle fait le solveur thermique, qui lui redonne la distribution de température. Cette distribution de température aussi, elle va influencer le solveur structure dans la problématique de thermomécanique pour voir si la structure elle, elle, elle change en fonction de la température. Donc là, ça généralement c'est un modèle pour coupler les trois solveurs fluides, thermiques et structure ensemble. Donc là, pour aller tout droit vers les cas industriels de simulation numérique, donc là, je vais commencer par quelques cas de CFD qu'on a traité, qu'on a déjà réalisé au sein du CETIM. Donc ça, c'est le cas de pulvérisation. Le cas de pulvérisation est un cas assez qu'on peut rencontrer
dont les pulvérisations de peinture, dans les injections dans les chambres de combustion, revêtement, nettoyage. Et ce qui fait, dans ces cas d'exemple, il y a il y a un fluide qui sort avec une vitesse importante de l'ordre de 30 mètres par seconde. Il y a de l'air qui vient de ce côté. Il y a généralement le fluide, c'est un composant, c'est un mélange air. Par exemple, mélange c'est pas un mélange, mais généralement c'est du liquide. Ce liquide est traité par l'approximation VOF, parce qu'il y a du liquide qui va sortir dans un milieu air généralement. Donc là, le liquide, il va être pulvérisé sous forme des petites bulles. Ces petites bulles, elles sont, dans ce cas par exemple, elles sont traitées avec le modèle VOF dès le début. Et lorsque les bulles prennent des tailles très, très petites, elles sont traitées par le modèle lagrangien. Donc là, comme ça, on peut aller voir le diamètre des particules, même les plus petites de ce liquide. Donc là, en utilisant ici un traitement, un maillage AMR, c'est un maillage adaptatif. Donc pour le deuxième cas, on essaie de détecter dès le début. Donc là, cette partie est traitée par le VOF. Le reste des petites bulles sont traitées par la transition lagrangienne. Donc, comme je vous ai dit, donc, ils trouvent leur application essentiellement dans les chambres, dans les injections, dans les chambres à combustion. Donc, ce sont des modèles qu'on a déjà développés euh, au CETIM. D'autres modèles de simulation fluide sur lesquels on a déjà travaillé au CETIM, là on a des fluides chargés. Donc là on peut voir le mouvement des pailles à travers sortant d'une pompe injectée. Donc là il y a le mouvement de l'air plus les pailles. Ils sont représentés avec le modèle Discrete Element Method. C'est une méthode euh, avec laquelle on peut représenter les pailles avec sous forme d'un nombre limité de petits cylindres ou de petits sphères. Et après, on va voir leur comportement sous l'effet de l'air induit par la pompe. Et leur distribution, la, la distribution euh, depuis la sortie. Et on peut estimer comme ça les zones où il va avoir une forte, forte, forte masse de paillage. Donc là aussi, ils sont trois autres modèles qu'on a déjà travaillé, sur lesquels on a déjà travaillé au CETIM. Là, les modèles des pompes. Il y a le modèle là où il y a des billes qui vont stagner dans un réservoir. On va voir comment la répartition et le temps de séjour dans le réservoir. Aussi, là, pour une masse définie, comment elle va se répartir à travers dans ce cylindre. Donc là, maintenant, je passe au cas d'interaction flux-structure. Donc ça, c'est le cas classique d'interaction flux-structure. Là, on a une structure légèrement souple qui fait face à, un écoulement d'air. Donc là, on peut voir les zones de recirculation. On peut voir aussi que la structure, elle bouge un petit peu sous l'effet de la vitesse. Donc, bien évidemment, si on augmente la vitesse, donc le débit d'écoulement, cette structure, elle va encore bouger.
C'est sous l'effet du nombre de Reynolds, sous l'effet du module Young de la structure. Donc le deuxième, un autre cas de calcul, c'est un cas classique faisant intervenir un cylindre. C'est le cas de drapeau, on l'appelle. Donc là, c'est un cylindre avec une structure qui vont commencer à bouger. Là, on peut voir ce qu'on appelle les allées de von Karman et la génération des tourbillons derrière un cylindre. Ce qui va faire bouger la structure derrière le cylindre. Un autre modèle de l'interaction flux-structure, c'est ce qu'on appelle le vibration induite par vortex. Là, on a une conduite qui va vibrer sous l'effet de l'écoulement. Donc ça, elle est rencontrée généralement dans les pipe rising, c'est les pipes dans la mer ou qui fait pour l'extraction du pétrole. Voilà. Donc là, ces pipes sont les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, c'est qu'ils peuvent entrer en résonance, ce qui amène à la rupture de ces pipes. Donc faut bien dimensionner et étudier l'interaction de ce genre de pipe en fonction de l'écoulement dont elle va être dans son milieu où elle va être mise en exploitation. Un autre exemple d'interaction flux-structure, cette fois-ci, c'est on a ce qu'on appelle un exhaust manifold. C'est une structure, là, il y a de l'écoulement d'air, généralement chaud, qui va entrer par là et qui va sortir par les quatre orifices. Donc là, on peut voir la distribution de la vitesse dans les quatre sorties. Donc c'est déjà ça un premier problème de CFD pour, pour essayer d'égaliser le débit sortant en jouant sur le diamètre des différents sorties, de manière à ce que n'est pas tout le fluide ou toute la masse qui va sortir par la première partie, par la première sortie. Donc ça, c'est déjà un premier problème de fluide. Et après, on peut ajouter aussi l'effet de la température. Ce fluide a une température assez chaude. On peut prédire comment il va se refroidir, sa température de sortie à travers les quatre sorties. Et aussi, on peut voir son interaction avec la structure en termes de thermomécanique, puisque cette température, avec des très grandes températures, on peut affecter la structure, affecter les propriétés thermophysiques de la structure. Donc, on peut créer des déformations, même minuscules sur la structure. Aussi, parmi les problématiques qu'on a rencontrées, on a déjà fait sur cette problématique d'interaction structure, on peut rencontrer les problèmes de ballottement dans les réservoirs, les problèmes de sloshing, là où on peut suivre en fonction du temps, les forces qui vont s'appliquer du liquide sur la surface du réservoir. Donc, ce type d'interaction flux-structure est très gourmand en temps de ressources informatiques, ce qui nous amène généralement à utiliser des maillages adaptatifs qui vont traquer l'interface fluide-air et essayer de limiter le maillage tridimensionnel dans le réservoir. Donc là, je reviens sur le cas d'exemple que je viens de présenter, en précisant que on peut réaliser ce genre de calcul soit en même temps sur un logiciel comme le StarCCM
dont on fait, dont on utilise couramment CETIM. Soit on peut les découpler les traitements, par exemple réaliser la partie fluide et thermique sur StarCCM et réaliser la partie structure sur un autre type de logiciel. Bah, c'est un logiciel dans la même gamme de CMS qui est le logiciel NX Nastran généralement. Donc là, il met en évidence la problématique de couplage entre, entre deux logiciels de la même gamme. Je voudrais aussi présenter la problématique de l'étude des échangeurs de chaleur. Donc l'interaction flux-structure est capable généralement de prédire la fatigue des matériaux et de mettre en évidence les facteurs accélérant son apparition. C'est dans ce but généralement qu'on utilise la méthode de l'interaction flux-structure. Donc là, dans cette présentation, on a ce genre d'échangeur de chaleur. Il y a un écoulement à travers les tubes. À l'intérieur des tubes, que ce soit sont des tubes, à l'intérieur des tubes, on peut trouver aussi un transport de gaz à l'intérieur qui va être affecté par déjà la température de, de l'air. Et on peut voir aussi s'il va y avoir des forces élastoplastiques, on peut dire, les forces induites par l'écoulement sur ces tubes et prédire est-ce qu'il va avoir un risque de rupture de ces tubes en fonction du débit d'écoulement, en fonction de pourcentage, par exemple, d'eau dans l'air, si l'air, bien sûr, de l'air humide. On peut prédire tout ça avec ce genre de calcul qu'on a déjà réalisé aussi au CETIM. Donc, voilà. Donc là, pour un cas concret, plutôt, on va s'appuyer sur ce cas. Donc là, on est face à un problème, cet exemple qui vise à développer et valider un modèle numérique pour simuler l'interaction flux-structure dans les faisceaux de tubes triangulaires parallèles pour des générateurs de vapeur, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui sont soumis à un écoulement diphasique O plus R. Donc là, parmi ces méthodes, on a il y a les méthodes de couplage, faibles ou forts, qui peuvent se présenter. Aussi, on a fait ce travail pour des écoulements avec un teneur en eau qui varie de 20% à 80%, ce qui a donné des résultats que cette variation de proportion d'eau dans l'air n'influe pas vraiment n'influe pas les forces élastoplastiques sur ces tubes. Généralement, on peut rencontrer la problématique de ce qu'on appelle les vibrations induites par vortex. Donc ça, c'est les vibrations induites par vortex pour des vitesses réduites, comme je vous ai montré tout à l'heure, allant de 5 à 10. Voilà, c'est la gamme des vitesses réduites pour lesquelles il va y avoir une apparition des vibrations induites par le vortex. Ces vibrations, elles peuvent augmenter bien évidemment avec plus que le nombre de Reynolds ou la vitesse d'écoulement augmente. Cette vibration induite par les vortex, elle va augmenter. Ce qui va réaliser l'effondrement des tourbillons qui peuvent être générés derrière ces tubes. D'accord.
Ce que je peux ajouter aussi, c'est que il y a plusieurs façons pour réduire ces variations, ces vibrations induites par le vortex. Une de ces méthodes est de vérifier que la fréquence principale de l'oscillation libre du système est loin des fréquences de chute des vortex. Donc là, si on vérifie ça, déjà on peut s'éloigner de la problématique qui peuvent générer les vibrations induites, ou bien aussi réduire l'amplitude de la résonance. Donc là, généralement, ce sont les principaux axes sur lesquels on peut jouer pour diminuer l'effet néfaste, si je veux dire, de cette vibration induite qui peuvent amener vraiment à la rupture des cylindres dans un générateur de vapeur. Donc là, voilà, j'arrive au terme de la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez nous faire parvenir vos questions. Merci à vous. Donc là, pour aller plus loin aussi, vous pouvez vous adresser euh, aux pages du CETIM, à sa chaîne d'information, voilà, ainsi qu'à une médiathèque du CETIM. Voilà. Merci. Alors, on va passer aux questions. Je rappelle que vous pouvez les poser dans le chat dans votre barre GoToWebinar à droite de votre écran, normalement. Donc, on va passer à la première question. L'interaction fluide-structure peut-elle être considérée comme un problème multiphysique? Oui, bien évidemment, dans l'interaction fluide-structure, on peut, comme j'ai précisé, comme j'ai précisé dans le dernier exemple, on peut intervenir aussi l'effet de température. Donc, on va avoir un problème d'interaction fluide-structure et thermomécanique en même temps. Donc, c'est un problème multiphysique qui fait intervenir 3 types de physique différentes. Donc, il est tout à fait possible de le considérer en tant que problème multiphysique. Voilà. D'accord, merci. Une autre question. Comment est définie la vitesse réduite qui a été évoquée? La vitesse réduite qui a été évoquée dans la problématique, principalement c'est la vitesse du solide sur la vitesse du fluide, ce qui veut dire c'est vitesse convective sur le solide, vitesse convective du fluide sur une longueur du solide. Cette vitesse réduite, elle est très importante pour un prédimensionnement avant même d'entamer les calculs de CFD et de l'interaction fluide-structure. Il faut avoir une idée sur cette vitesse réduite pour qu'on puisse avoir une bonne approximation sur la méthode qu'on va utiliser. Est-ce que ça va être une méthode de simulation faible ou forte, avec un couplage explicite ou implicite? Donc c'est une étape, moi je le vois, c'est une étape essentielle, très importante, euh, qui va nous faire gagner beaucoup de temps dans le reste de la simulation. Voilà. D'accord, merci. Une question suivante. Dans le cas du sloshing dans un réservoir, est-ce un couplage faible? Dans le cas de sloshing, c'est le ballottement dans les réservoirs. Le couplage, il peut être dans les. On peut être on peut voir selon le type du matériau du réservoir, selon la densité du fluide à l'intérieur. On peut voir, on peut faire référence toujours à la vitesse réduite pour s'assurer avant si on est dans la gamme séquentielle qui nous, dans laquelle on peut traiter la partie fluide et la partie structure de manière séquentielle ou non. Dans le cas où c'est la partie séquentielle,
on peut l'utiliser comme on peut se baser sur un couplage faible. Sinon, c'est un couplage fort qui doit être mis en place. D'accord, merci. La question suivante, quel est l'impact de l'humidité dans le mélange diphasique au niveau de l'application échangeur de chaleur? Vous avez évoqué le risque de rupture en service des générateurs de vapeur. Oui, on a, d'après l'étude qu'on a menée ou les résultats en comparaison avec l'état de l'art, avec la bibliographie, et pour le cas industriel qu'on a traité, pour des raisons confidentielles, on ne peut pas bien évidemment le mentionner dans le webinaire ou lui faire référence, mais on a trouvé que l'humidité allant de 20% jusqu'à 80% n'a pas d'influence sur les forces élastiques, c'est-à-dire les forces sur ces tubes. Ça veut dire le fait de varier la proportion d'humidité à l'entrée du mélange diphasique n'a pas vraiment une influence sur le fluide, sur les forces appliquées sur les tubes. Et donc, ça reste applicable dans les conditions de traitement, dans les conditions limites qu'on a utilisées pour le traitement du problème. Ça veut dire le pitch, c'est le pas entre les diamètres des tubes, la vitesse d'écoulement. Pour ces paramètres bien définis, on n'a pas trouvé une influence de l'humidité à l'entrée sur les forces appliquées sur les tubes. Voilà. Merci. Alors, une autre question, quels sont les dispositifs expérimentaux utilisés pour mesurer les contraintes exercées par le fluide sur la structure? Les dispositifs expérimentaux. On n'est pas vraiment, nous sommes plutôt spécialisés de mon pôle dans la simulation numérique. Voilà. Côté expérimental, j'ai pas trop d'expérience, voilà, pour être clair sur la partie expérimentale, mais peut-être il suffit des capteurs de pression qui peuvent traduire la pression exercée par le fluide sur la structure. Essayer d'évaluer ça au premier temps et la confronter aux résultats, par exemple numériques, pour voir s'il y a une correspondance entre les deux ou une approche entre les deux. Voilà. Mais nous ne sommes pas très orientés expérimental dans mon pôle. Voilà. Merci. Alors, une autre question, pour plusieurs écoulements de plusieurs matières différentes, comment réagir en simulation numérique? Comment j'ai pas la question pour? Pour plusieurs écoulements de différentes matières, comment réagir en simulation numérique? Donc là, différentes matières, c'est déjà si on traite, on peut traiter, il y a des problématiques qui traitent l'écoulement, par exemple si on est dans une seule phase, par exemple liquide, là si on a on peut facilement là utiliser des solveurs là dans du multiphasique. C'est pas multiphasique, c'est par exemple, qui fait intervenir deux liquides ou deux fluides de différentes phases, RO par exemple, ou eau éthanol par exemple, par rapport liquide, R. Donc là, on se base généralement par exemple, lorsqu'on est dans le cas O, R, sur des méthodes de VOF, Level 7. Ce sont des méthodes qui se basent pour différencier les nœuds ou les cellules où il y a de l'eau, des autres où il n'y a pas, par exemple, de l'eau, et les cellules interfaces. Donc, ils se basent sur cette approximation, VOF, Level 7. Il y a le phase field, c'est une méthode récente. Généralement, là, on utilise le Star CCM de la gamme CMS
où on a le VOF qui est plutôt implémenté, le Facefield pas encore, le Facefield pas encore, Level 7 aussi, non. Mais avec le VOF, il faut bien travailler avec un maillage adaptatif, ce qu'on appelle l'AMR, Adaptative Mesh Refinement. Il est essentiel, a priori, pour suivre l'évolution de l'interface liquide-air, par exemple, et diminuer et suivre, ça veut dire sur la base du gradient, et, et diminuer le maillage, parce que sinon, on doit raffiner. Sinon, si si vous n'utilisez pas le hammer, vous serez obligé de raffiner au maximum tout le domaine, ce qui donne des temps de calcul voilà, très 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 grands. Voilà. Moi, je vois Merci. comme ça pour traiter ce problème. Voilà, je vous en prie. La question suivante. Dans le cas du générateur de vapeur, est-ce qu'il convient d'utiliser un couplage fort ou faible? Un couplage faible fournit-il des résultats suffisamment précis? Euh, voilà, dans le cas que j'ai fait, j'ai donné ces résultats en se basant sur un couplage faible. Voilà. Un couplage fort, certes, il va donner des résultats beaucoup plus, euh, beaucoup plus précis, mais dans le cas, je redis bien, que dans le cas des conditions limites dont il a fait, dont on a utilisé pour notre problématique, on a retrouvé que un couple qu'on est avec la problématique de vitesse réduite, on s'est appuyé sur la notion de vitesse réduite pour dire oui, ok, on peut utiliser un couplage séquentiel. Donc ça dépend toujours comme j'ai dit, de la nature du matériau, de la nature, des conditions des écoulements. Donc il faut bien voir ces conditions, voir calculer cette vitesse réduite pour estimer cette vitesse réduite, et après juger sur le fait est-ce qu'il faut vraiment, est-ce qu'on peut travailler avec le couplage faible ou c'est un couplage fort qui s'impose. Voilà. Il n'y a pas une règle générale, mais ça dépend toujours des conditions de la problématique. Mais c'est ça l'idée générale, c'est de voir les conditions, qu'est-ce qu'on a comme écoulement, comme matériaux, euh, les diamètres, l'évolution géométrique, tout ça, estimer cette vitesse réduite et après donner, se positionner soit dans la partie séquentielle ou la partie un couplage fort. Voilà. D'accord. Question suivante. Comment se font les échanges thermiques entre fluides et structures? Est-ce que les coefficients d'échange sont calculés ou approximatifs? Euh, donc ça, c'est un problème thermomécanique. Euh, entre le fluide et structure, les échanges thermiques, ça veut dire c'est le fluide qui est le convecteur de la chaleur. Donc c'est le fluide qui est en contact avec la surface qui va transmettre la les données de température. Ça veut dire il va actualiser la température de la surface en fonction on va actualiser la température de la surface en fonction de la température convectée par le fluide. Cette température dans la structure, bah, il va avoir les passages, il va avoir par conduction, généralement par conduction au sein de la structure, ce qui peut changer la densité de la matière. Ça veut dire ce qui peut changer la densité et changer les autres propriétés propriétés du matériau. Et du coup, c'est dans cette idée on peut estimer après la déformation du matériau en fonction de la température. Généralement, c'est cette idée, voilà. La thermique est convectée par le fluide avec le débit fluide. Et après, il va actualiser la température interne, par exemple, la surface. Cette température, elle va être conduite à l'intérieur par conduction.
et elle va peut-être, selon la nature du matériau, elle va affecter ou non la densité, les autres propriétés thermomécaniques du matériau. Et voilà, et sur cette base qu'on peut estimer les déformations, on peut estimer le, le, le- ce qu'on appelle le von Mises, le stress ou l'application de von Mises sur la structure. Voilà. Merci. Est-il possible de réaliser une étude faiblement couplée dans un premier temps, puis enchaîner avec un calcul fortement couplé, par exemple dans le cadre d'une rupture d'une conduite? Ou doit-on, dès le début, faire un calcul fortement couplé? Euh, oui, bon, bah, c'est peut-être une question qui ressemble à la question précédente, qui veut dire est-ce qu'on peut aller vers le couplage, voilà, couplage faible ou fort. Bah, parce que l'idée, est-ce que dans la question, est-ce qu'on peut directement faire une première approche faible et après passer au couplage fort? Déjà, le couplage faible il va vous donner une idée, peut-être c'est une fausse idée sur laquelle vous allez partir sur le couplage fort. Donc là, je pense qu'il faut peut-être voir les conditions que je viens de citer, à savoir tous les paramètres avec la vitesse réduite qu'on peut calculer et voir si on se positionne dans le cas faible et c'est un couplage faible, ou on se positionne dans le cas euh, monolithique ou fort, où il va avoir une résolution monolithique, ça veut dire la résolution de toutes les équations. Oui, bon, voilà, c'est ce genre d'approche qu'il faut faire. S'il y a soit euh, soit un couplage faible, vous allez avoir une partie structure, un solveur structure et un solveur fluide. Vous allez échanger l'information entre les deux. Donc c'est à vous après d'estimer le temps d'échange, la fréquence d'échange, pour voir si vous voulez faire un couplage faible ou fort. Il y a la deuxième approche, ben, qui n'est pas très, je sais pas ce qu'il est très disponible dans beaucoup de logiciels, c'est l'approche monolithique qui consiste à résoudre à la fois les équations fluides et structures en même temps et de les faire converger en même temps. Hum, Voilà, donc là, moi, je, je l'oriente toujours vers le calcul de la vitesse réduite. C'est une bonne idée, c'est une bonne base sur laquelle il peut commencer l'idée ou l'enchaînement de calcul. Après, et pour faire un échange faible ou fort, ça dépend de l'intensité des problématiques, comme, comme évoqué. Et si en fonction du temps de calcul, est-ce que vous pouvez augmenter encore plus l'échange, la fréquence d'échange d'informations et voir si ça contribue ou non sur les résultats. Donc voilà, pour moi, c'est... Merci. Alors la question suivante, qu'en est-il de l'influence du maillage sur les interactions fluide-structure? Par exemple, convection naturelle vs transfert thermique au sein d'un solide. Donc là, pour les maillages, euh, donc là, pour les maillages, il y a deux choses. Donc là, il y a le maillage fluide, il y a le maillage solide. Donc là, pour le maillage fluide, convection, si vous allez aborder un problème de convection, par exemple à l'intérieur, dont je parle de la partie fluide, donc c'est à vous de voir par exemple faire le raffinement sur l'ensemble là où il faut sur l'ensemble de la trajectoire du fluide. Donc voir où est-ce qu'il faut raffiner encore, est-ce qu'il y a des zones où il faut raffiner, est-ce qu'il faut augmenter les, comment dirais-je, les, euh, le nombre d'émails sur la surface. C'est le boundary layer, le boundary layer, la couche limite, faut bien l'estimer d'ailleurs.
Ça, c'est un point. Il faut après commencer par un maillage grossier et commencer à diminuer le maillage au fur et à mesure que, que le résultat de convection ne change pas. Pour la partie solide n'est pas très gourmande en termes de maillage. Bon, ça dépend de la structure. Mais ce qui pose généralement le problème, c'est le passage entre le maillage fluide et le maillage solide. Donc là, il y a plusieurs approches mathématiques pour faire ça pour les gens au laboratoire qui travaillent sur leur propre code. Pour ceux qui utilisent des logiciels, par exemple, nous, on a l'habitude d'utiliser le Star CCM ou ANSYS. Bah, il y a ce qu'on appelle le morphing. C'est, c'est le logiciel qui va faire l'interface entre les deux, qui va, euh, qui va faire un conformal meshing entre les deux domaines pour qu'il puisse, ça veut dire pour qu'il puisse transmettre euh, fidèlement les nœuds de la répartition de la pression du fluide au niveau du solide. Donc voilà, pour moi, c'est le maillage le plus lourd va être du côté fluide. Il faut bien mettre les couches limites, les raffiner les endroits où il faut avoir un raffinement. Pour la partie solide, c'est pas très gourmand en maillage, mais hum, si vous utilisez un logiciel, il faut bien voir la partie passage de maillage de fluide au solide. Voilà. Merci. Alors, une question suivante. Pour les modèles de CFD, par exemple, études d'échangeurs de chaleur, des modèles type URANS sont-ils suffisamment précis ou est-il nécessaire d'utiliser des approches de type LES-DES, LES-DES? Donc euh, donc là, je sais pas, il y a cette réponse, d'accord. Donc là, le modèle LES, c'est la Large Eddy Simulation, c'est le modèle qui se base sur la filtration des tourbillons. Le DES, c'est un modèle qui combine LES plus K oméga. C'est un dernier modèle qui est implémenté en 6. Donc là, c'est un récent modèle qui fait, ça veut dire qui combine qui combine LES qui est très bien loin loin de la couche limite et qui combine plus le K oméga qui est très bien euh, près de la couche limite. Donc ça, c'est le modèle DES. Mais à l'échelle industrielle, on reste toujours, on s'oriente toujours vers les approximations du type Urance, voilà, Raynaud, Average, Navier-Stokes. Donc là, parce qu'ils sont, en termes de temps de calcul, sont toujours industriellement acceptables. Donc ça dépend des problématiques, ça dépend du temps euh, dont dans lequel vous voulez avoir une réponse rapide, puis ça dépend du degré de précision qu'on cherche. Voilà, donc là, nous, on s'oriente, par exemple, généralement vers l'urance. Donc ça, c'est comme première approche. Le LES, le DES, ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être c'est dans d'autres cadres de travail comme les recherches ou les industries aéronautiques, peut-être. Il se repose plus sur le LES il, parce qu'il cherche à détecter les tourbillons avec les modèles de Smagorensky, etc., dans les plus finement possible. Mais généralement, si on reste dans la norme, c'est l'urance. Voilà. D'accord. Une question suivante. Quel est selon vous le meilleur logiciel CFD sur le marché? Star CCM+, Fluent, Flow 3D, Xflow, etc. Oh là là, c'est une question très. Moi, je suis pas un commercial pour faire les atouts d'un logiciel à un autre, mais euh, je sais pas. Je peux pas dire c'est quel logiciel. J'ai utilisé beaucoup de logiciels. Je peux pas, mais j'ai trouvé que, par exemple,
Ici au CETIM, néanmoins, on s'est orienté récemment faire la gamme CMS Star CCM qui donne une très bonne convergence. Et je l'ai constaté ça par rapport à d'autres logiciels que je peux pas nommer bien sûr, mais Star CCM il est bien dans la convergence. Il peut traiter aussi euh, il fait des progrès dans le traitement d'un problème interaction flux-structure sur la même interface, sans passer par, par, par une co-simulation, ça veut dire sans passer par un logiciel de structure. Il peut faire l'interaction flux-structure sur la même interface, en introduisant aussi partie thermique, bien évidemment. Donc là, on s'oriente plus. Il donne aussi il présente aussi comment dirais-je, une nouvelle option dans attends, une nouvelle option dans les pompes, dans le traitement des turbomachines, qui est le technologie zéro cap. Donc là, vous pouvez vous pouvez vous chercher à avoir une petite information sur cette nouvelle technologie qui s'appelle zéro cap. C'est pas le moment de la décrire, mais c'est qui touche les problématiques du turbo-machine et elle est bien implémentée au Star CCM. Voilà. Donc là, c'est un logiciel qui répond à plusieurs problématiques en même temps. Donc pour moi, c'est un des meilleurs logiciels euh, actuellement, voilà, sur le marché. Merci. Une autre question. Combien de temps mettent les calculs FSI sur les cas industriels? Euh, Ça peut être de l'ordre de quelques jours, voire quelques semaines. Voilà. Ça dépend de la fréquence d'échange. Si implicite, explicite, si un couplage faible, si un couplage fort. Donc là, ça dépend vraiment de la problématique. C'est pas parce que c'est un problème industriel que ça va prendre beaucoup de temps. C'est toujours, comme je disais, il faut avoir, avant d'attaquer le problème, il faut voir les caractéristiques des problèmes, que ce soit dans la partie fluide, que ce soit dans la partie structure, avoir une idée sur cette notion de vitesse réduite et, et avoir une approche sur quel modèle il faut s'appuyer sur le modèle, sur un couplage faible, fort. Et après, c'est c'est à vous si vous avez, si c'est pour un problème faible. OK. Si pour un problème de couplage fort, il faut définir le temps d'échange, il faut définir la fréquence d'échange. Est-ce que voilà, c'est donc il n'y a pas une norme, hein, il n'y a pas une norme, mais ça peut être de quelques jours jusqu'à quelques semaines, voilà. Merci. Alors, il y a une réaction par rapport à une question précédente. Merci pour la réponse concernant les modèles de turbulence. Il a été indiqué que les modèles Urance sont généralement satisfaisants. Quels modèles de turbulence Urance sont recommandés pour la majorité des cas? Alors, c'est précisé entre parenthèses K epsilon lag elliptic bending, par exemple, ou RSM. Ah oui, donc là, il confirme ce que je viens de dire, je pense. J'ai pas conduit. D'accord. C'est une question, La question, c'est une c'est réaction. Ah, c'est une réaction. une réaction et il Oui, y avait aussi une question quels modèles de turbulence Urance sont recommandés pour la majorité des cas? quel modèle? Pour les modèles, pour la majorité des cas, il y a pour les modèles de Rance, il y en a plusieurs, hein. Pour les modèles de Rance, il y en a plusieurs types de modèles. Euh, les plus connus, c'est le K epsilon, K oméga, SST. Euh, mais plutôt, moi, je vois que d'après ce que j'ai fait comme expérience, le K oméga SST est il combine le K epsilon loin des parois avec le K oméga proche des parois. Pour moi, le K oméga SST, c'est, c'est l'un des meilleurs modèles. Voilà. Parce qu'il y a le K D'accord. epsilon, K oméga, comme je dis, il y a comment dirais-je, il y a Spartalmaras aussi, c'est un modèle qui est plutôt pour les problématiques aérodynamiques. Euh,
Là, il y a un modèle V2F. V2F, oui. C'est pour les problématiques là où il y a une problématique de cyclone avec des rotations assez fortes. Donc voilà, ça c'est par exemple. Euh, voilà, le modèle Spartan-Maras que se repose sur sur une seule équation de fermeture, on peut dire, et ça touche plus les problèmes aéronautiques. Mais reste pour moi, donc pour moi, ce qui reste le plus, c'est le Manters, c'est le modèle de Manters, basé sur deux équations de turbulence, K epsilon plus le K oméga, donc le K epsilon loin des parois, et qui combine les deux, et le K oméga près des parois. Et c'est le K oméga assisté. Donc là, moi, je fais plutôt référence à ce modèle de turbulence lors des traitements des problèmes. Voilà. Merci. Alors, il reste une question. Vous pouvez toujours les poser dans le chat hein, pendant qu'on répond à cette question. Et si jamais il n'y en a pas d'autres qui arrivent, on conclura après cette question. Alors, la méthode de Lattice-Boltzmann Oui, est-elle adaptée au couplage fluide-structure, couplage fort ou faible? euh, moi, pour être clair, moi, j'ai pas travaillé sur la méthode de Lattice-Boltzmann, oui. Je, ben, je peux pas. Je sais pas, voilà, je veux pas dire oui ou non. J'ai pas étudié je connais cette méthode, mais je l'ai pas utilisée avant pour dire, je l'ai pas utilisée pour concevoir une idée sur sa faisabilité. Voilà, je ne sais pas. D'accord, merci. Alors, il y a pas d'autres questions qui sont arrivées. Je pense qu'on va conclure. De toute façon, on a été passé assez rapidement en questions, donc c'est normal qu'on arrive à la fin. Merci à tous pour les questions qui ont été posées. Si jamais vous avez une question particulière qui arrivera ensuite ou que vous voulez poser de façon plus approfondie à quelqu'un au CETIM, vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse mail sqr@cetim.fr. Est-ce que, Monsieur Nasri, vous pouvez passer la slide juste après? Je pense qu'elle est notée en Euh, bas. L'adresse mail est notée sur la slide suivante. Voilà. Donc, voilà. normalement, tout en bas, voilà, avec le numéro de téléphone, etc., il y a l'adresse mail. Donc, vous pouvez envoyer vos questions à cette adresse mail-ci. Donc, elle sera transférée après au sein du CETIM à la personne qui sera la plus pertinente pour répondre. Le replay sera disponible très bientôt, donc dans les prochains jours, sur la chaîne YouTube du Technique de l'ingénieur. Donc, vous pourrez revisionner la présentation. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez recevoir une petite enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Merci de prendre 5 minutes pour y répondre. Au revoir.